Aujourd'hui, ça va être une vidéo plus sur la nutrition. On va parler de glands. Pourquoi je parle de ça? Tout simplement parce que toujours dans ma quête de trouver de la bouffe de manière gratos et de qualité sans avoir comment dire, à payer pour se la fournir, il y a vraiment pas mal de choses qui sont intéressantes qu'on peut avoir tout près de chez nous et je vais vous le présenter. Donc pourquoi ne pas substituer le riz au gland ou au blé même, mais je pense au riz. On va prendre l'exemple du riz. Donc là dans cette vidéo je vais vraiment vous présenter les qualités nutritionnelles du gland et en même temps je vous montrerai comment le transformer. Comment? Parce que ça demande une préparation, c'est pas comme du riz, tout de suite tu mets dans l'eau et c'est bon, tu peux le becter. Mais il faut une préparation au préalable pour enlever ce qu'on appelle le tanin. C'est une molécule amère, astringente, qui n'est pas nocif à petite dose, mais par contre à trop grosse dose ça devient un poison, donc il faut absolument l'enlever. Puis de toute façon au goût, l'amertume comme ça c'est dégueulasse. Donc je vais vous montrer comment enlever ce goût amer et ne plus du tout en avoir avec une méthode qui va permettre de garder les valeurs nutritionnelles du fruit, tout simplement parce que je ne vais pas le cuire en tant que tel. Donc je vous montrerai ça dans la deuxième partie de la vidéo sur la recette pour faire de la farine de gland. Donc première partie, c'est vous expliquer les principes et peut-être vous convaincre à vous convertir à manger des glands, à substituer votre base alimentaire de riz, peut-être ceux qui font de la muscu, je pense beaucoup à ceux-là qui mangent énormément de riz. Pourquoi pas ne substituer ou voire peut-être rajouter de variété, hein, pas obligé de faire un virage complètement à 180 degrés, mais pourquoi pas rajouter de la variété et utiliser un aliment qui se trouve partout en France, qui est gratuit, en abondance et qui coûte que dalle. Donc surtout que les valeurs nutritives du gland sont bien plus intéressantes que le riz. Donc ça je vais vous le présenter tout de suite. Donc pour comparer, en fait j'ai regardé les valeurs sur Google. Tu tapes valeur nutritionnelle gland ou calories gland, tu vas tomber sur tes tableaux. Alors tu n'auras pas forcément les mêmes données, comment dire, ça varie d'un site à l'autre, mais voilà, on va dire que c'est à peu près une moyenne. Et pareil pour le riz. Donc déjà, on va voir que le gland est beaucoup plus calorique. En fait, en termes de macronutriments et même de micro, il est bien supérieur au riz. On prend toujours l'exemple du riz, mais vraiment le macro pour faire une prise de masse, c'est l'idéal. Enfin, les glands, pour faire une prise de masse, c'est l'idéal. Donc déjà, pour 100 g de glands, il faut savoir que ça représente 387 calories. Pour comparer, le riz blanc, hein, c'est 130 calories. Donc j'ai pris du riz blanc, faudrait peut-être voir avec du riz basmati. Selon les riz, là aussi c'est différent. Si le riz est complet ou sauvage ou des trucs comme ça, ça diffère. Donc déjà 387 calories pour le gland, 130 calories pour le riz. Ensuite, pour les lipides, je reste dans les macros, on est à 24 calories, 24 grammes de lipides pour 100 grammes toujours, et pour le riz on est à 0,3 grammes. Ensuite, on a les protéines, donc là aussi c'est beaucoup plus intéressant du côté du gland. On est environ à 6 grammes. Alors j'ai vu qu'il y en avait qui mettaient 5 et quelques, 5,6, d'autres 7 grammes. Donc j'ai coupé la poire en deux, 6 grammes environ de protéines. Et pour le riz, on est à 2,7 grammes. Et enfin, les glucides, c'est surtout ce qui va nous intéresser avec ce type d'aliment. C'est 41 grammes de glucides contre 28 grammes pour le riz. Donc rien qu'en macronutriments, tu peux très bien manger que 50 grammes de glands et tu auras à peu près en équivalent tes 100 grammes de riz. Donc c'est beaucoup plus intéressant en termes de macronutriments. Ensuite, là aussi en termes de micro, ça va être beaucoup plus riche. En général, le riz, tu n'auras pas tant que ça en micronutriments. Il me semble que tu as quasiment que dalle en micronutriments, ça t'apporte pas tant de micronutriments que ça. Alors que le gland, oui, tu auras des vitamines. Je crois que ça t'apporte de la vitamine A. Je sais plus précisément quelle sorte de micronutriments, des minéraux, des trucs comme ça. Voilà, tu auras essentiellement ça. Ensuite, un autre paramètre qui est intéressant avec le riz et les glands, c'est que souvent le riz, pour avoir cette couleur blanche,
Dites-moi si vous le savez ou si je me trompe. Il me semble qu'ils font un lessivage au chlore ou une connerie comme ça pour avoir cet aspect vraiment blanc. Le riz est souvent raffiné, tu vois. Donc ça aussi, ça augmente son index glycémique. Et c'est mauvais pour ton insuline, on va dire ça comme ça. Donc là, c'est un gros défaut qu'on peut amener au riz. Pareil, il me semble pas que pour les gluten, pour ceux qui sont intolérants au gluten, le riz ait du gluten, mais il me semble quand même qu'il y ait une faible teneur, un truc dans le genre. Ça encore, j'aimerais une précision, juste pour être sûr, je me souviens plus trop. Mais voilà, je sais pas si en termes de gluten, le riz a une petite teneur en gluten pour les intolérants au gluten, est-ce qu'ils peuvent consommer du riz? Ça, il faudrait une précision de la part d'un youtubeur en commentaire, mettez-le moi. Et quoi d'autre? Bah déjà c'est plutôt pas mal, et gros argument, bon, le riz c'est pas un aliment cher en soi, mais le gland est gratuit. Voilà, il est gratuit, le seul truc que ça va demander de faire c'est une petite préparation au préalable. Donc c'est peut-être ça le seul inconvénient qu'on peut reprocher au gland, c'est que ça demande une préparation, un lessivage simple, hein, vraiment ça va être en passif, mais le truc c'est que le gland, on va pas le manger tout de suite. Le riz, tac, tu le mets dans ton eau, tu le fais bouillir, basta. Là, avec ma méthode de lessivage, on va pas le manger tout de suite. L'idée, c'est vraiment de faire des stocks, faire beaucoup de glands, ramasser ces glands et faire en grosse quantité pour avoir comme ça, comme des kilos de farine de glands. Je pense que c'est vraiment intéressant sur ça. Donc, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais présenter sur l'aspect nutritionnel. Voilà, comme quoi vous voyez c'est vraiment intéressant en termes de valeur nutritionnelle, et il faut savoir qu'en fait les glands étaient utilisés comme base alimentaire chez les Amérindiens. Donc c'est quelque chose, voilà, nous on utilise beaucoup tout ce qui va être blé, céréales en fait. Le problème avec tout ce qui est céréales, ça je pense c'est dans une optique comment dire, de résilience alimentaire, de se démerder soi-même avec son alimentation. Le problème avec les céréales, c'est quelque chose qui est long et chiant à faire pousser. Là les glands en fait c'est comme les plantes sauvages, il suffit que tu ramasses. Le seul truc qui est chiant c'est la préparation. Mais comparé à des céréales, si par exemple tu veux toi-même être indépendant en termes de nourriture, en termes de riz ou de céréales, bonne chance. Clairement, c'est hyper chiant à faire. De passer à ton plan de blé, à ton grain de blé que tu auras mis en terre, ou ton grain de riz dans de l'eau, dans une terre, on va dire, dans de l'eau. Oui, ça pousse dans de l'eau, mais voilà. Et le temps que tu aies ton épi, que tu décosses tout, que tu récupères ton grain pour ensuite en faire de la farine, faut que tu aies ton temps. Clairement, là, ouais, là, ça va clairement te bouffer ton temps. C'est beaucoup plus rentable d'y être directement acheté. Mais vu que moi, je suis dans un peu une optique aussi de se démerder sans argent pour la bouffe, et avoir moi-même ma bouffe, récupérer moi-même ma bouffe, le gland est extrêmement intéressant. Je pense que cette vidéo va plaire aux sportifs, aux musculeux, mais aussi à ceux qui sont dans les trucs un peu autonomie, survie. Ça va peut-être vous intéresser aussi, le côté fabriquer sa farine de gland. Donc maintenant on va passer à la deuxième partie, la préparation, étape par étape, je vous montre tout, comment j'ai fait, comment ça se passe. Ce qui est génial avec cette méthode, c'est que vous aurez vraiment plus d'amertume, clairement il n'y a plus aucun goût d'amertume, et à la fin vous obtenez vraiment quelque chose de fin, qui s'apparente vraiment à de la farine. C'est clairement pas de la farine, mais ça s'y apparente. Je vous laisse mater ça tout de suite. Alors l'étape 1 pour la farine de gland, c'est bien sûr la cueillette des glands. Donc il suffit que vous trouviez un chêne non loin de chez vous, peu importe, c'est l'arbre qui est le plus commun, quoi. Clairement on manque pas de chêne. Pour ramasser, il y a quelques petits tips. Donc déjà le premier truc, c'est que en fait chaque chêne a son taux de tanin qui est différent. Il y en a qui vont avoir un taux de tanin, donc une amertume plus élevée. Il y en a d'autres où ça sera très faible. Et donc on aura moins besoin de faire du lessivage, de faire plusieurs os. Donc c'est vraiment l'idéal. Et pour savoir à peu près l'amertume d'un gland, en fait, il suffit tout simplement qu'on le goûte en étant cru. Donc tu y vas avec les crocs, tu t'en fous. Tu croques, tu enlèves la peau, tu prends un petit bout. Tu goûtes. Si vraiment c'est amer et insupportable, ouais, tu dis que pour enlever le tanin ça va être chiant, va falloir que tu fasses plusieurs os.
S'il est moyennement amer, il sera toujours amer, sauf si à la limite tu prends des glands du chêne liège ou du chêne vert, qui eux sont très doux et limite on peut les manger comme des châtaignes comme ça. La plupart des chênes vont avoir une petite amertume, un petit peu de tanin. Tu sens que ouais, ça va. À ce moment-là, tu sais que tu vas pouvoir les cueillir, enfin les ramasser, et tu n'auras pas besoin de faire un lessivage trop gros, faire plusieurs os, tu vois. Donc ça va être beaucoup plus rapide. Déjà, c'est à partir de là où tu es sûr de ne pas passer tout ton temps à faire le lessivage. Ensuite, pour les cueillir, donc comme là, tu verras, ils sont marrons. Tu peux les avoir verts. S'ils sont verts, en fait, l'idée c'est de les cueillir quand même, enfin les ramasser quand même, et tu les laisses chez toi et après ils vont mûrir, ils vont devenir marrons. Alors moi j'ai fait la farine avec les deux, avec le vert et le marron. Franchement après je sais pas si ça a une quelconque influence, mais en tout cas voilà, moi voilà, par précaution on va dire, tu les laisses mûrir, même s'ils sont verts tu les cueilles, mais tu les laisses mûrir chez toi en ne les touchant pas et en mettant dans un air on va dire sec, tranquillement. Ensuite pour les cueillir, donc tu vois il y en a, ils vont être pourris à l'intérieur, tu vas même avoir des vers dedans. Donc ceux qui sont vraiment pourris tu les dégages, mais ça j'en parlerai aussi pour comment les décortiquer après. Mais l'idée en fait c'est déjà de filtrer, tu regardes s'il y a un trou dessus. Alors attends, j'aimerais bien trouver un exemple. Voilà, genre là par exemple, tu vois. Là par exemple tu vois qu'il y a un trou. Donc tu sais tout de suite qu'il a été infesté par un ver. Donc à ce moment-là tu prends pas de risque, tu ne le prends pas. Pareil aussi au niveau du poids, tu vas sentir qu'il y en a ils sont peut-être très légers. Et une astuce aussi que j'utilise c'est appuyer dessus. Donc si j'appuie et que ça s'enfonce pas, que ça s'écrase pas, ça veut dire que on va dire le fruit est encore bon à l'intérieur et qu'il, pas forcément, mais il y a beaucoup moins de chances qu'il y ait un ver. Si par contre ça s'écrase, tu vois là par exemple quand je l'appuie, même tu vois il a un peu des taches noires, tu peux te méfier, te demander s'il n'a pas été infesté. Et tu vois, regarde, il a été un petit peu infesté. Même comme ça, je le prends, je m'en fous, tu vois. Là, ça va encore. Tu vois, il y a même le verre avec. Donc, ça, je dirais après comment on gère ça. Comment on fait pour avec ça. Il est énorme, putain. Et donc, moi, même ça, je les ramasse. Et allez, je le dis tout de suite, mais le verre, en fait, moi, je te conseille de ne pas le jeter. Soit tu le récupères et tu le mets dans la bouffe, tu le fais sécher et tu le mets avec la farine. Tu as rajouté un petit peu de protéines. C'est toujours ça à prendre. Soit moi je me dis tu le récupères pour la pêche. Ça te fait des vers pour la pêche donc c'est plutôt pas mal. Et après bon bah voilà, après tu cueilles, hein, tu peux vraiment aller très vite comme ça, cueillir énormément en quantité et voilà quoi, t'as de quoi faire, t'es vraiment pépère. Donc je te retrouve à l'étape 2 pour voir petite méthode pour les décortiquer un peu plus rapidement. Bon, l'étape 2 ça va être l'écossage, hein, normal. Alors, pour le faire, il y a plusieurs façons, mais pour que ce soit le plus facile en fait. Moi, je me casse pas le cul carrément, tu casses la base avec tes dents. Si tu veux le faire propre, je vais te montrer ça autrement. Et après, tu as juste à enlever. Voilà. La coque part assez vite, hein. Il y a une autre manière aussi pour que ça parte un peu plus vite. C'est de le faire bouillir avant. Mais bon, c'est chiant, ça fait comment dire, prendre du temps en plus. Et ça te le fait encore précuire. Tu vois par exemple lui, il y a des vers dedans. Après c'est pas un souci, comme je te dis, soit tu les gardes, ou soit là il y a assez de chair aussi, donc tu peux garder aussi le fruit. Et sinon les vers, comme je te l'ai dit, rajoute-les dedans, tu les mixeras bien avec et tout, ils seront séchés, ils seront morts. Donc ça te fera de la protéine, tu n'auras aucun goût, donc ça te rapporte de la valeur nutritive. Ou soit garde-les pour faire la pêche. Si vraiment tu peux pas, bon bah fous-les dehors, mais voilà quoi. Et celui-là par exemple, même s'il est un peu sillonné, on va dire, je le garde. Faut vraiment qu'il soit complètement noir en poussière pour pas que je le garde en fait, parce qu'il y a quand même encore de la bouffe dedans, de la nutrition, il y a de la matière. La deuxième méthode, alors pour ce faire, il faut que tu aies une pierre. Ou un truc lourd, tu vois, moi je prends le pilon du mortier, tu le mets, tu poses
ton gland sur la base en fait, tu vois là où il peut tenir. Et en fait tu le tapes d'un coup sec. Voilà. Et ça le fend en fait. Et là... Tu vois, je l'ai même cassé. Voilà. Et après, voilà, tu as juste à le mettre dans un récipient. Et une fois que tu es à l'aise, que tu as écossé la quantité que tu désires, on va te montrer comment, quelle est l'étape suivante. Voilà à la fin ce que ça donne quand on a tout écossé. Là par contre, l'avantage que j'avais, c'est que la petite peau fine qui est collée au gland, c'est facilement enlevé. Normalement, il y aura une petite peau fine, alors je sais pas si vous allez la voir dans les pelures. Là, ouais, là, il y aura une petite peau fine qui est accrochée à la coquille en fait. Et là, elle s'est enlevée très facilement des fruits. Donc il n'y a pas eu besoin en fait de torréfier. Parce que quand la petite peau fine s'enlève pas comme ça, j'aime bien le passer vite fait dans la poêle. Tu le mets juste dans une poêle, tout ça, tu les fais revenir. Tu fais une torréfaction en fait, entre guillemets. Tu t'attends pas que ça crame, mais tu les chauffes un peu, je sais pas, quelques minutes. C'est juste histoire que cette peau fine commence à se décoller. C'est un peu la même peau que tu peux avoir sur les châtaignes, tu vois. Ça aussi, ça contient du tanin et ça joue dans l'amertume. Alors, est-ce que tu peux le faire sans l'enlever? Oui, pourquoi pas. Après, je sais pas, je te dis clairement. C'est juste pour augmenter ses chances d'enlever un maximum de tanin le plus rapidement possible. Donc moi, j'essaie vraiment de le passer vite fait dans une poêle. Tu le fais chauffer. Et une fois que tu vois que ça commence à, à se craqueler, cette peau fine, tu les enlèves du feu. Et tu peux les gratter en passant tes doigts comme ça, tu vois, sur le fruit. Maintenant, on va passer au broyage. Donc là, l'idée, ça va être de les broyer directement crus, tu vois, dans un espèce d'achoir. C'est une espèce d'achoir que t'as là, en fait. Hein. Ouais, c'est un mixeur en lame en S. Ouais, un truc dans le genre. Mais je pense un blender, ça marche nickel. Hein. Faut juste, en fait, que votre blender, quand même, puisse gratter bien au fond. Mais ça, le vieux truc des années 50, comme ça marche crème en fait. Donc l'idée, c'est vraiment de faire comme en fait comme on fait avec une purée de noisettes, mais là avec des glands. Donc je vais vous montrer jusqu'où en fait on s'arrête nous personnellement avant de passer au lessivage. Ouais, voilà, on va pas mettre non plus trop d'un coup. Hein. Coup de plus. Ouais, tu peux le mettre un peu plus là. Petit conseil aussi, c'est pour éviter que votre appareil surchauffe, faites-le en plusieurs fois en petits à-coups quoi, pour vraiment laisser le temps à l'appareil de refroidir et pas l'abîmer. Juste pour tester, on a voulu voir en laissant un peu plus longtemps ce qu'on pouvait avoir comme texture. Alors, comme on voit, c'est quand même plus fin que ce qu'on avait à côté. Mais je pense qu'on peut encore le faire encore plus fin. Mais bon, après, c'est selon la puissance de la machine, mais voilà, après, voilà, c'est vraiment pour ceux qui sont pointilleux là-dessus. Maintenant, on va passer en fait au lessivage. Je vais vous expliquer comment ça va se passer pour le lessivage en fait. Donc, pour le lessivage, en fait, ça va être tout simple. Donc là, c'est une méthode à froid, comme ça, on n'a pas à les cuire. Alors, je sais pas si j'en ai parlé, mais je le redis quand même pour ceux qui le savent pas. En fait, cette méthode, elle permet de pas avoir à faire cuire, à bouillir l'eau. Parce qu'on peut le faire directement plus rapidement en mettant directement les glands dans de l'eau bouillante et à chaque fois, toutes les 20 minutes, balancer l'eau, le remettre encore à bouillir, le remettre dedans et faire ça allez, 4 fois, 4-5 fois jusqu'à que le gland ait quasiment plus d'amertume. Mais là, cette méthode-là, ce qui est bien, c'est qu'on va essayer de garder au maximum les nutriments et les vitamines. Tout ce qui est fragile, en fait, à la cuisson,
on va le sauver en fait en guillemets grâce au lavage à froid, au lessivage à froid. Donc le fait d'avoir broyé à l'avance va faire en fait que le tanin va être un peu plus facilement éliminable. Donc là l'idée elle est toute conne en fait, ça va se passer sur environ 2 jours. Peut-être même moins selon l'amertume du gland d'origine. Donc là l'idée c'est tout simplement, vous faites ça matin et soir, vous mettez de l'eau, vous remplissez complètement en fait, pour immerger complètement l'espèce de farine en guillemets. Faut vraiment le noyer. Donc voilà. Donc là, on laisse comme ça, dans le frigidaire ou à température ambiante, comme vous voulez. Et après, on fait ça 2 fois par jour. On enlève l'eau, tout simplement. Je le montre juste pour l'illustration. En fait, pas besoin d'avoir un entonnoir et tout. Hein. Il suffit d'y aller tout doucement pour éviter de perdre, on va dire, la farine. D'y aller tranquillement. Et voilà, donc comme ça vous gardez tout, vous enlevez juste l'eau, juste en y allant tranquillement, sans entonnoir, sans rien. Et vous faites ça, vous remettez de l'eau, et le soir, pareil, vous enlevez. Vous faites ça 2 fois par jour, pendant 2 jours. Le matin au réveil, tac, vous remettez de l'eau, vous enlevez l'eau précédente, vous en remettez. Vous le remettez reposer pendant jusqu'à la fin de la journée, le soir, la même chose. Vous enlevez l'eau, vous en remettez. Et le deuxième jour, normalement, le soir, ou voire le troisième au matin, vous goûtez pour voir si c'est amer. Normalement l'amertume aura disparu. Du moins ce qu'on a fait la dernière fois, ça avait fait ça. L'amertume avait complètement disparu. Donc une fois que vous avez fait ça pendant 2 jours, en guillemets, ce que vous aurez tout simplement à faire, c'est de le faire sécher. Donc soit vous le faites sécher au soleil directement, si vous n'avez pas de, par exemple, de... comment on appelle ça? Ah, j'ai oublié le nom là, le déshydrateur, voilà c'est ça. Le déshydrateur. Sinon, vous pouvez peut-être même le tester au four à une température très basse, peut-être 50 degrés, le laisser quelques temps histoire que ça devienne vraiment sec. Mais clairement, je pense au soleil, vous l'étalez bien sur un papier sulfurisé et tout, vous le laissez au soleil, voilà, ça va sécher très rapidement, c'est quand même un peu de la farine quoi, donc ça va aller vite. Et une fois que vous avez fait ça, soit vous le gardez sur cette texture, soit si vous voulez vraiment de quelque chose de très très fin, vous prenez, si vous avez un moulin à café, de la vieille école, ça c'est vraiment nickel en fait pour faire tout ce qui est farine et trucs comme ça, pour passer les grains et faire soi-même sa farine, c'est vraiment ce qui est nickel. Il y a des trucs un peu plus élaborés, mais ce qui est bien c'est que c'est manuel, c'est pas du tout électrique, donc ça dépend pas d'électricité ou je ne sais quoi, d'énergie externe à part l'huile de coude. Donc ça c'est vraiment bien si vraiment on veut quelque chose d'extrêmement fin. Donc il suffit de mettre tout simplement sa farine dedans et de broyer, de tourner le tourniquet et voilà, on a quelque chose quand même assez rapidement. C'est ça là. Tu l'as laissé combien de temps? Un peu plus de 4 heures. 4 heures et à combien? Entre 40 et 45 degrés. Ok. C'est bien sûr. Il y a du sable. Ouais, c'est nickel. Donc 4 heures au déshydrateur à 55 degrés si vous avez un déshydrateur, mais clairement au soleil, voilà. 40-45 degrés, ouais. Après 50 degrés c'est plus pour les fours basse température. Ok. Voilà à la fin ce que ça donne en fait, on a quand même une belle quantité, je pense qu'on a quand même moins d'1 kilo, mais on arrive à avoir vraiment quelque chose de très fin quand même. Alors clairement ça n'aura pas les propriétés de la farine tout simplement parce qu'il n'y a pas de gluten, mais on va dire qu'on va tester des préparations, on va peut-être vous donner des petites astuces, mais ça, moi je le vois vraiment comme quelque chose qu'on peut agrémenter dans les plats et tout, qu'on peut rajouter histoire d'avoir un peu plus de calories dans ces plats. Ça peut être vraiment intéressant comme source de glucides, aussi de protéines. Il y a
pas mal de protéines, il me semble bien, dans les glands, donc ça peut être vraiment pas mal comme complément. Je vous donnerai aussi quand même en lien, en description, le matériel que vous pourrez utiliser comme le moulin à café. Je vous donnerai des liens. Celui qu'on a, il est vraiment archaïque. Il y en a des plus, toujours à manuel, hein, mais il y en a des un peu mieux faits pour avoir de la farine et tout. Ça peut être sympa. Si vous avez aussi un moulin électrique pour faire le café, pour moudre les grains de café, ça marche tout aussi bien en fait. Je vous mettrai ça en description, peut-être d'autres matériels aussi qui pourra peut-être vous servir. Les déshydrateurs, clairement, c'est pas utile en soi, c'est pas nécessaire. Le faire sécher au soleil, voilà, c'est gratuit et je pense que c'est tout autant efficace. Donc voilà, vous avez la petite recette pour faire la petite farine de gland. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez et tout, si ça vous plaît et tout, si vous avez testé. Mais en tout cas, vos retours seront vraiment les bienvenus. Donc sur ce, je vais vous laisser, je vous dis à la prochaine, à plus.